pas cette mission, Sam. Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il n'y a pas si longtemps, dans un moment de nostalgie, je me suis rappelé de ce dessin animé que je regardais quand j'avais 8-9 ans et je me suis demandé si, avec le recul, ces histoires d'espionnes en combi moulante avaient eu un effet bénéfique sur la formation de mon caractère et ma façon de voir le monde. Si cette représentation d'un groupe de filles un peu badass était féministe ou non. Merci Jerry. À 8-9 ans, on est en plein processus de construction identitaire et on est capable de se projeter dans une représentation qui nous renvoie une image de nous-mêmes. On apprend à décrypter le monde, en partie grâce à l'école, mais l'apprentissage se fait aussi beaucoup via la culture populaire, et notamment les dessins animés. Qu'il s'agisse de race, de sexe ou de classe, c'est dans la culture populaire que l'on trouve la pédagogie, l'apprentissage. Bell Hooks. On retient d'autant mieux qu'il y a un réel impact émotionnel dans ces dessins animés. On est attaché à ces histoires, ces personnages, qui peuvent aussi constituer le support de pratiques de sociabilité qui dépassent largement le moment du visionnage. On s'échangeait des cartes Pokémon, on faisait des jeux de rôle où on incarnait ces personnages, on en parlait dans la cour de récréation, etc. Surtout que ces épisodes étaient récurrents, on pouvait être accompagné par ces personnages tous les dimanches matins par exemple durant 4 ou 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est que quand on y pense, il n'y a pas tant que ça de films pour adultes avec des groupes de filles, avant les années 2000. Il est rare par exemple de voir une amitié entre des filles à l'écran et encore plus une amitié entre plusieurs filles, alors que la camaraderie masculine est très souvent mise en scène. You know I'll never desert you, old buddy. You know that. Ces modes de sociabilisation, en groupe, sont d'ailleurs visibles dès l'enfance, avec une ségrégation genrée qui s'opère dès 5-6 ans dans les cours de récréation, avec des jeux collectifs typés masculins comme le foot, territoire souvent d'ailleurs central de la cour de récréation. Le foot ou le basket sont des jeux qui favorisent le collectif, la sociabilisation entre pairs, souvent masculins, tandis que les filles forment plutôt des petits groupes en intérieur ou dans des espaces périphériques de la cour de récréation. Cette sociabilisation entre garçons se retrouve dans la société adulte, dans par exemple les phénomènes de boys club. Quelle subtile nuance de blanc cassé. Bon, tout ça est extrêmement intéressant, mais c'est pas vraiment le centre de mon attention dans cette vidéo. Je vous mets par contre des liens vers quelques études sociologiques dans la description sur ce sujet si ça vous intéresse en bas de la vidéo. Ce qui va m'intéresser, c'est les représentations de groupes de filles dans les dessins animés pour enfants et en particulier Totally Spies. Dans les dessins animés depuis les années 80, avec un gros boom au tournant des années 2000, il y a eu une vraie mode des dessins animés pour filles, avec une grosse influence des Magical Girls, ce sous-genre de fantasy japonaise où une puis plusieurs filles au caractère distinct, dotées de pouvoirs, s'entraident pour remplir une mission ou vaincre un ennemi commun. Le premier Magical Girl est sans doute Sally la petite sorcière, ou Mini-Fée au Québec, avec une Magical Girl en individuel. C'est à partir des années 90 que le genre est revivifié en empruntant des codes au Sentai. Ce sont les dessins animés qui étaient à ce moment-là pour garçons avec des groupes de super-héros et apparaissent alors des groupes de filles avec des pouvoirs, type par exemple Sailor Moon. Il faut aussi signaler que dans les années 80, il y a eu Signé Cat's Eyes, 3 justicières voleuses de tableaux. Ce ne sont pas des Magical Girls car elles n'ont pas de pouvoir, mais les créateurs de Totally Spies s'en sont clairement inspirés. Mais voir quantitativement plus de filles à l'écran n'est pas forcément synonyme d'une avancée féministe, si les représentations qui sont faites de ces personnages reproduisent des stéréotypes. Ces sorcières, ces fées, ces super-héroïnes sont souvent passées à la moulinette girly avec l'uniforme sexy, du rose, des paillettes, les baguettes magiques pour pouvoir ensuite vendre des produits dérivés. La particularité de Totally Spies, c'est que c'est un animé français, à la jonction entre le pitch de Charlie et ses drôles de dames et un graphisme un peu japonisant. Il est apparu en 2001 et s'est terminé en 2014, totalisant 156 épisodes d'une vingtaine de minutes, avec des rediffusions encore aujourd'hui en 2020, au sein desquelles on suit 3 lycéennes, Sam, Alex et Clover, dans des missions d'espionnage entrecoupées par leur vie quotidienne et leurs préoccupations d'adolescentes. Les cours, les garçons, le shopping, leur rival Mandy, etc. Le programme a été pensé pour l'international et a été diffusé dans une 50aine de pays. Il est resté numéro 1 dans les audiences aux États-Unis pendant 18 mois, mais aussi au Québec. En France, ça a été un vrai succès.
Il est passé sur TF1, Gulli, Disney Channel. Le co-créateur de Totally Spies, David Michel, affirme quant à lui l'aspect novateur de cet animé dans la représentation des filles. Quand vous regardez tout ce qui existe pour les filles, les enfants, les adolescents aujourd'hui, c'est surtout des histoires de princesses, de poneys et des choses en fait où la fille est dans un rôle assez passif. Donc on a vraiment voulu redonner le pouvoir aux filles avec Totally Spies. Je me suis aussi penchée sur le sujet car, suite à l'arrêt de Totally Spies en 2014 et ce jusqu'en 2017, Marathon, donc la boîte de prod, et David Michel, le même producteur que Totally Spies, ont créé un autre animé très similaire, la relève donc en quelque sorte, et cette relève s'appelle Lolly Rock. Regardé par sensiblement la même tranche d'âge que Totally Spies, peut-être un petit peu plus jeune, ce dessin animé regroupe aussi 3 jeunes filles, Iris, Talia et Oriana, qui sont des princesses guerrières qui jouent aussi dans un groupe de pop rock. L'influence japonaise se ressent encore plus, et en particulier Sailor Moon. On a réellement affaire à des Magical Girls ici. Je me suis donc demandé si, en dehors du format qui semblait sensiblement le même, la représentation des filles avait évolué. C'était adapté aux aspirations plus féministes de la société, ces aspirations qui sont devenues aussi plus grand public. On est clairement dans les deux cas dans une sorte de récupération du girl power javelisé, mais quelles sont les valeurs portées par ces deux animés et en quoi cela peut-il affecter la manière de se représenter en tant que jeune fille ou jeune garçon ? Pour commencer, j'aimerais souligner tout d'abord les aspects positifs. Je pense que l'on peut pointer du doigt le fait que ces animés valorisent l'amitié entre filles et l'entraide. Même lorsque l'une des filles se désolidarise du groupe, la fin de l'épisode rétablit toujours l'équilibre et renforce cette amitié. Cette représentation va à l'encontre du stéréotype féminin qui fait dépendre émotionnellement la femme d'un homme et qui se construit en miroir de celui-ci. Les Spies pratiquent d'ailleurs souvent des activités habituellement associées au masculin, comme conduire une moto, jouer au foot, manier l'épée ou le fouet, jouer de la batterie, etc. Elles sont entreprenantes, leaders, combattantes et courageuses, des valeurs souvent peu valorisées chez les filles. Elles sont aussi montrées comme intelligentes et drôles. Wow, on a de jolis cerveaux, il y en a là-dedans. Là où ça se corse, c'est que toutes ces qualités et valeurs positives sont régulièrement déboutées et perverties. Si Sam est le personnage montré comme le plus intelligent de la bande, la description qu'en faisait Télétoon en 2006 est plutôt éclairante. Elle est rationnelle et logique, elle a les deux pieds sur terre, mais ce n'est pas non plus une intello. Le savoir n'est donc pas très sexy, mieux vaut ne pas être trop intelligente non plus. Un intello. Vous n'essayez pas de détruire la planète? Les nouvelles descriptions indiquent que Sam est l'intello stylé. On sent l'oxymore de la formule, intello, mais quand même stylé. Le running gag dans Totally Spies, c'est d'ailleurs le fait que Sam se fasse brainwasher et perde toutes ses capacités intellectuelles. Le personnage le plus sérieux est ainsi rabaissé régulièrement et sujet à la moquerie. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Question entraide, la rivalité entre filles et les coups bas sont largement mis en scène. Si elles se rabibochent toujours, les filles s'opposent souvent entre elles, mais surtout, elles haïssent leur ennemi juré, Mandy, qui cherche à gagner les faveurs de tous les garçons du lycée. Je la déteste. Je vais tout faire pour battre Mandy à ce concours. Parlons-en des garçons justement. C'est l'un des sujets de conversation principal des Spies, et si les stéréotypes féminins sont très présents, les garçons ne sont pas mieux traités. Injonction à la virilité, au corps parfait, chaque épisode complète la galerie de stéréotypes masculins qui constituent l'objet du désir de Clover et Alex majoritairement. Excusez-moi, ma planche m'a échappé des mains. On a le surfeur, le musicien, l'athlète, le prince charmant, etc. Leurs activités principales en dehors de leur mission sont majoritairement tournées vers l'apparence. Faire les magasins, le centre commercial tient une place prépondérante dans les décors de la série, tomber amoureuse de garçons ou s'occuper de leurs cheveux, leurs ongles, etc. Si l'on voit dans le générique Alex écouter de la musique et Sam faire de la chimie, ces représentations sont peu présentes dans les épisodes en eux-mêmes. Autre point qui me semble extrêmement problématique, les filles sont toutes les trois minces, jolies, riches et blanches. À l'exception peut-être d'Alex, qui a la peau légèrement mate.
En termes de diversité, dans les morphologies, appartenance ethnique et classe sociale, on est au niveau 0 de la mixité et ça vaut aussi pour les personnages garçons. Avec leurs uniformes, on a clairement affaire au phénomène des filles en série décrit par Martine Delvaux. Elles sont distinguées physiquement par une couleur d'uniforme et une couleur de cheveux différente, mais finalement les corps sont un petit peu les mêmes. Des corps féminins en rangée type poupée Barbie qui ne se distinguent que par le détail d'un vêtement, d'une courbe, d'une teinte de cheveux et en font des filles marchandises. Pratique pour pouvoir vendre des produits dérivés. Et en cela, Totally Spies prépare le terrain en faisant de ces filles des acheteuses compulsives passionnées par le shopping. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du Whoop. Vous avez bien dit carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. On insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'elles sont super fashion, aiment la mode et faire les magasins. Les gadgets confiés par Jerry pour leur mission sont aussi des produits dérivés parfaits, tout rose. S'ils sont parfois mortels ou coupants, ils prennent pourtant les dehors d'objets féminins anodins, comme par exemple le rouge à lèvres laser, le poudrier qui leur permet de communiquer avec Jerry, le journal intime, etc. On pourrait se réjouir du fait que sous les apparences d'une féminité un peu girly se cache une réelle puissance badass. Le seul problème, c'est qu'une fois matérialisés dans la vie réelle, fabriqués en Chine et emballés dans leurs boîtes en plastique empilées dans les magasins de jouets, ils redeviennent de simples rouges à lèvres et poudriers roses. Fort heureusement, ils finissent par tomber dans les mains de certains enfants qui pourront, par l'imagination, j'espère, leur redonner leur pouvoir. Ainsi, leur liberté et leur pouvoir est malheureusement souvent lié à, en réalité, un pouvoir de consommation. Jerry, justement, est le personnage masculin le plus présent à l'écran. Il est leur boss, celui qui les envoie en mission. Personnage flegmatique, il est de manière intéressante, peu viril, un peu guindé. Cela dit, il peut les convoquer quand il le souhaite. Elle se rebelle, mais vite fait. J'ai pas le temps de sauver le monde. J'ai un concours demain. Jerry, ne pense pas qu'on a certaines obligations, nous aussi. Elles ne choisissent pas leur mission et sont sous les ordres de Jerry. Et puis, il ne me semble pas qu'elles soient payées pour faire tout ça. Elles n'ont d'ailleurs pas choisi d'être espionnes, on leur a imposé. Leur engagement dans leur mission est donc du coup souvent pris à la légère. La légèreté et la naïveté est d'ailleurs le maître mot et poursuit le stéréotype de la fille un peu superficielle, un peu écervelée et enfantine. Pas de prise au sérieux, pas de réelle foi en ce qu'elles entreprennent dans le cadre de leur mission, de passion ou de croyance en des valeurs. N'oubliez pas qu'il s'agit de Mandy. On ne l'aime pas plus que toi, Clover, mais on a fait le vœu de servir et de protéger. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais on aurait dû. Il faudra signaler ça à Jerry quand on retournera au Whoop. Et puis enfin, il y a des épisodes franchement border, comme celui qui s'intitule en anglais Sisterhood et en français Catch, saison 2, épisode 13. Ariel dirige les femmes catcheuses, un groupe de filles très imposantes. Elle ambitionne d'accroître son armée de combattantes pour prendre possession du monde. Les Spies sont chargés de contrecarrer ses plans, mais Sam se fait hypnotiser par Ariel. De nouveau, un brainwashing. Cette mission tourne au vinaigre. Sam a perdu la tête, elle nous attaque comme une furie. Oh, misère, c'est très ennuyeux. Jerry, vous auriez des infos sur un groupe qui s'appelle la Communauté? Alors, la Communauté est un groupe de guerrières très anciens qui fut pendant longtemps considéré comme une légende. Leur objectif était d'éliminer les hommes et les femmes trop faibles afin de régner sans partage. Merci, Jerry. Des femmes au foyer deviennent soudain agressives et se transforment en catcheuses ultra musclées avec un gros rire. Invitation. Passe une bonne soirée, ma sœur. Bref, l'épisode me semble incarner la peur du féminisme, des femmes puissantes qui sortent des stéréotypes genrés, pouvant ébranler, fragiliser la virilité masculine, mixée à un discours du type un peu féminazi qui veulent détruire le monde. En effet, leur but est d'éliminer tous les hommes et les femmes trop faibles. Elles sont qualifiées de furies à plusieurs reprises et dépeintes comme des sorcières. Quelques minutes, les planètes seront dans l'alignement idéal. Je réveillerai nos sœurs dans le monde entier et nous nous soulèverons pour prendre ce qui nous revient de droit. Longue vie au règne suprême de la communauté! Longue vie à la communauté aux Valkyries. Longue vie à la communauté aux Valkyries. Sisterhood, que l'on peut traduire par sororité, est un concept souvent convoqué par les féministes, mais aussi par la communauté LGBTQI, pour encourager la solidarité entre femmes dans la lutte contre les inégalités de genre.
Ici, le terme sisterhood réfère à une guilde de combattantes qui veulent exterminer les hommes. Bref, c'est la cata. Je ne vais pas faire d'analyse précise de Loli Rock, mais ces dernières, si elles ont le mérite de montrer des filles qui font de la musique et qui mettent l'amitié au-dessus de tout, ont les mêmes préoccupations, leur look, les garçons. Bon, j'avoue, j'adore les beaux garçons, mais je vous assure que j'aime aussi plein d'autres choses. Et réutilisent les mêmes tips and tricks scénaristiques, par exemple le brainwashing. Un point qui me semble vraiment positif est le fait d'avoir une représentation de filles qui font de la musique et qui ne sont pas uniquement chanteuses. Talia fait de la guitare synthé et Oriana du tambourin. Bon, le tambourin je sais pas, mais j'espère que ça va pousser plein de petites filles à vouloir faire de la guitare ou du synthé et surtout à se sentir légitime de jouer les guitares héros sur une scène. Car, soit dit en passant, alors que les cours de guitare regorgent de filles et que selon une étude, au moins 50% des apprentis guitaristes sont des filles, au bout du compte, les scènes professionnelles musique actuelle ne voient quasiment pas de femmes guitaristes fouler leurs planches. Elles restent dans leur chambre et envisagent l'instrument comme un hobby et non comme un métier. Au passage, Alex faisait de la batterie d'ailleurs dans Totally Spies, ce que j'ai toujours trouvé hyper stylé. Au-delà de ça, j'ai eu le sentiment que le Loli Rock était plus aseptisé et plus formaté. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi 20 ans plus tard, les stéréotypes n'évoluent pas et pourquoi on a toujours les mêmes scénarios alors même que nous avons vécu une remise en question grand public des rôles genrés et de la norme hétérosexuelle. Les manuels scolaires eux-mêmes, et ceux dès le CP, remettent en question les constructions sociales genrées en questionnant les enfants, notamment par exemple sur le rose, associé systématiquement aux filles. Alors pourquoi Iris, personnage principal des Loli Rock, est-elle habillée de rose des pieds à la tête ? La réponse est que, sans doute que cette recette marche, et que le contexte marchand, mais aussi la visée internationale, pousse à une standardisation des personnages. Il faut que ce programme puisse être diffusé partout dans le monde, sans choquer la morale, mais aussi garantir à des parents la possibilité de laisser leurs enfants devant la télé sans crainte. Pas de controverse, on conserve un schéma traditionnel de la femme dans un monde blanc et hétéronormé. Ça vous va?